En manchette, aujourd'hui, la Sûreté du Québec expulse 12 utilisateurs des sentiers de motoneige. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 1er février. Donc, on y va avec la manchette et la nouvelle d'ouverture de ce bulletin. Voici un bilan d'une opération qui s'appelait Impact, qui a été tenue les 29 et 30 janvier dernier dans la région de Lanaudière. Ça a été effectué par les policiers de la Sûreté du Québec avec la participation des agents de surveillance de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et des agents de surveillance de la Fédération québécoise des clubs quad. L'opération ciblait principalement les comportements à risque suivants: le non-respect de la signalisation, la vitesse excessive, le port du casque, l'immatriculation et l'assurance responsabilité civile, la capacité de conduite avec des facultés affaiblies par l'alcool et ou les drogues. Les 2 journées d'opération ont donné ce bilan. 1268 motoneiges ont été vérifiés, 153 quads ont été vérifiés, 19 constats d'infraction pour excès de vitesse ont été donnés, 101 constats émis en vertu de la loi sur les véhicules hors route. Ça inclut plus de 20 constats pour des casques non conformes, 24 équipements non conformes, miroirs, plaques, etc., 12 arrêts obligatoires, 8 systèmes d'échappement modifiés, 3 passagers sur des motoneiges, 1 place, 3 motoneiges circulant sur la voie publique lorsqu'interdite, 3 motoneiges non immatriculés, 3 motoneiges non assurés et un enfant de 9 ans circulant seul sur la voie publique à motoneige. 30 constats d'infraction pour diverses infractions ont été émis, 89 avertissements ont été remis et 12 personnes ont été expulsées des sentiers de motoneige et de quad. Ça s'est donc déroulé dans Lanaudière le week-end dernier. La stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, sous le thème « La vie humaine au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles avec blessés graves sur les réseaux routiers et les routes récréo-touristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts: partenariat, intervention, sensibilisation, technologie, etc. Et ce, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun. Dans le même ordre d'idées, et afin de répondre rapidement à des besoins en matière d'amélioration d'infrastructures pour les véhicules hors route, les VHR, le ministère des Transports et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, accompagné par le ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx. Donc, le ministre s'est dit heureux d'annoncer une bonification de 9,9 millions du programme d'aide financière aux véhicules hors route, infrastructure et protection de la faune. Cette somme permettra la réalisation de projets qui visent à pérenniser les sentiers de VHR et à assurer une pratique plus sécuritaire de ce loisir. Plus précisément, elle servira, cette aide, à financer l'ensemble des projets qui se sont qualifiés lors d'un appel de projet de l'exercice 2020-2021 du volet infrastructure et sécurité. Le ministre Bonnardel a mentionné: voilà un exemple concret de la volonté du gouvernement de soutenir la sécurité et le rayonnement de la pratique des VHR. La mise en œuvre de ces projets s'ajoute aux actions que nous posons déjà afin d'améliorer la sécurité des usagers, comme la refonte de la loi sur les véhicules hors route ou encore les opérations Impact VHR menées en collaboration avec la Sûreté du Québec. Grâce à l'aide additionnelle que nous annonçons aujourd'hui, encore plus d'initiatives verront le jour et permettront d'améliorer la sécurité sur nos sentiers au Québec. Notre députée, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a mentionné: cette aide supplémentaire est une excellente nouvelle pour le tourisme et les amateurs de VHR, qu'ils soient québécois ou en provenance de l'extérieur. On le sait, la pratique du VHR est une activité récréo-touristique très recherchée
qui contribuent au dynamisme économique de plusieurs localités et régions du Québec. Je suis fier qu'encore une fois, notre gouvernement travaille main dans la main avec les partenaires pour que la pratique du VHR, vitrine exceptionnelle des attraits de nos régions, se développe de façon pérenne et toujours plus sécuritaire, de mentionner Caroline Proulx. On vous parle depuis depuis quelques jours, là, de la semaine de la prévention du suicide. Le comédien Ghislain Dufresne, porte-parole du Centre de prévention du suicide de Lanaudière, nous parle dans ce nouvel extrait enregistré il y a quelques jours, dans le cadre de cette semaine de prévention. Donc, nous parle de l'équipe de prévention, du Centre de prévention du suicide dans Lanaudière. Des gens fort inspirants, mentionne-t-il. On l'écoute. Justement, vous avez fait des capsules, c'est justement là que je m'en allais vous amener. Vous avez rencontré des gens, vous avez sorti de comment de ces expériences-là. Vous avez rencontré des gens qui ont dit, oui, j'y ai pensé, vous les avez fait parler, les capsules sont je vous dirais, passionnantes et très émouvantes. Et ça vous a fait quoi, vous, comme personne, en tant que personne, de rencontrer ces gens-là? Ben, c'est incroyable de voir comment ces gens-là ont pu être résilients et puis en plus, ils sont prêts à partager leur histoire pour être capables d'aider d'autres personnes. C'est formidable. Sincèrement, c'est des personnes fantastiques. Puis là, tu te dis comment ça se fait que ces gens-là ont pensé au suicide. C'est ça. C'est vraiment des gens qui ont le cœur gros comme ça, mais ils ont frappé un nœud. Puis finalement, ben, ils ont rebondi, puis ils sont revenus à la lumière, je dirais. Donc, tout est possible. Moi, je trouve ça très inspirant. Puis si vous les avez pas vus, les capsules, je vous invite à aller les On voir. va les présenter, moi, c'est ça. Et la pandémie, en terminant, ben, n'a sûrement pas aidé toute cette situation-là. Là. Je veux dire, tout le confinement, le fait que les gens se sont trouvés isolés, ça n'a sûrement pas été un facteur qui a été favorisé justement pour avoir des communications, pour donner, pour faire part de ses craintes ou de ces, comment je veux dire, de ces, je cherche mon mot, excusez-moi, que la solution devienne le suicide, c'est qu'il y a eu d'autres choses avant. Il y a eu des réflexions en principe qui ont été faites, puis quand tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, là, je m'excuse de prendre ce terme-là, des fois c'est cette solution, comme vous dites, qu'on voit à la fin, dire je vais me débarrasser, puis ça va être réglé. Mais la pandémie n'a sûrement pas aidé à ce problème-là. Là. Non, non, ça c'est sûr. Ben, puis le suicide, c'est ça. C'est pas une solution en tout cas. Comme il y a le président de l'association dit souvent, le suicide c'est une solution permanente à un problème temporaire. Il faut pas. Il y a plein d'autres solutions qui peuvent être là pour aider les gens. Donc, mais effectivement, l'isolement causé par la pandémie a sûrement pas aidé. Il y a certaines personnes qui ont sûrement été plus touchées durement qu'elles l'auraient été en réalité s'il n'y avait pas eu ça. Puis, encore une fois, je les invite à appeler au 1-866 appel si jamais il y a quelque chose qui va vraiment pas. Il ne faut pas gêner, c'est ça. En terminant, bien, on rappelle que le Centre de prévention suicide de Lanaudière couvre toutes les MRC ici de Lanaudière. Donc, c'est une petite équipe encore très dévouée qui s'implique beaucoup avec, je sais que Madame la coordonnatrice qui est Madame Joyce, mais il y a quand même des intervenants. Là. Quand vous disiez tantôt qu'on appelle un 1-866, j'appelle, il y a toujours une réponse, donc il y a toujours un bénévole, il y a toujours un intervenant qui est là pour répondre. Ce n'est pas une boîte vocale qu'on va avoir. Là. Non, c'est vraiment des gens qui sont spécialisés dans l'écoute et dans les solutions, dans le soutien. Donc, il ne faut pas penser qu'on va parler à n'importe qui. C'est des gens vraiment qui savent comment vous aider. Donc, ça vaut la peine. En terminant, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez qu'on dise? Parce que je sais tantôt, vous m'avez dit, votre directrice, votre président vous a fait une liste. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas parlé, que vous voulez revenir sur ça ou tout est beau? Comme on est dans la semaine de prévention du suicide, j'invite les gens qui veulent donner un coup d'épaule au centre de prévention, peut-être aller faire un tour sur le site Facebook de l'organisation pour cliquer j'aime, pour relayer les posts
post, on a même des petites affichettes, j'en ai fait imprimer une, là, qui est imprimable en ligne. Là, on le voit pas parce que j'ai. Non, c'est beau, la voix, oui. On peut prendre un selfie avec l'affichette puis le mettre sur Internet ensuite pour faire la promotion du centre de prévention. Alors, j'invite les gens à s'impliquer. D'accord, ben je vous remercie beaucoup, M. Dufresne. Puis au plaisir de se reparler encore, gênez-vous pas. Vous voulez nous parler de votre cause, ça va nous faire plaisir de le partager. Très gentil. Merci beaucoup. Bon, ben merci. Au revoir. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 1er février, nos listes nous indiquent aucun anniversaire à souligner, mais probablement que quelqu'un, en quelque part, qui nous écoute, donc le 1er février, c'est son anniversaire. Alors, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Dans la deuxième partie du bulletin, on va consacrer du temps au budget de la municipalité de Lanoraie. Un budget adopté donc hier soir par le conseil municipal, un budget équilibré de 7,5 millions de dollars. Le maire André Villeneuve nous résume les revenus et les dépenses. Alors, comme nous avons l'obligation d'équilibrer le budget, c'est une obligation de par la loi. Alors, voici ce qu'on vous présente, c'est vraiment l'équilibrage budgétaire. Alors, vous avez les revenus en 2021 de 6 115 Il y avait eu à l'époque une appropriation, je reste dans la colonne de 2021, il y avait eu une appropriation de 850 200 pour un total de 6 965 200. Il y a eu des dépenses de 5 963 200. Il y a eu d'autres activités financières, 104 000 et mobilisation, 890 000, sous total 6 965 200. Donc, il y a évidemment en 2021 un budget équilibré qui a été déposé. 2022 maintenant, vous allez pouvoir voir les différences. Donc, en 2022, on parle de 6 717 000. On fait une appropriation de 800 200 $. Quand on parle d'appropriation, c'est des sommes, dans le fond, c'est beaucoup de projets qui n'ont pas été réalisés en 2021, mais pour lesquels les gens avaient déjà été taxés. Alors, ces projets-là, on les reporte en 2022 et on ne taxe pas à nouveau les gens, évidemment. Donc, ces sommes-là vont être utilisées justement pour équilibrer le budget puis pour réaliser ces projets-là qui n'ont pas été réalisés en 2021. Donc, un sous-total de 7 517 200. Dépenses 6 678 300. Autres activités financières 173 200. Immobilisation 665 700 pour un total de 7 517 200. Donc, on voit ici qu'il y a un budget équilibré. Les faits saillants du budget. Alors, d'abord, vous dire que, vous savez, Lanoraie a connu une croissance importante depuis les dernières années. Et au niveau municipal, il faut apporter un peu d'aide, si je peux dire comme ça, un peu de soutien, donc engager du personnel, du nouveau personnel pour venir justement prêter main forte à l'équipe qui est déjà en place, qui, soit dit en passant, fait un excellent travail. Donc, on parle d'embauche de personnel dans divers services, dont entre autres un agent de développement. Mise en place d'une table sur la sécurité routière, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le projet est en marche, le conseil a déjà voté donc la création de la table et aussi voté que c'est Mme Lynn donc Clermont qui va piloter cette table-là. Mise en place d'une politique culturelle, et ça, on y reviendra plus tard. Ça va prendre évidemment, pour aller de l'avant avec cela, ça va prendre une résolution du conseil municipal.
pour aller de l'avant vers cela. Embauche de travailleurs de rue. On sait que depuis plusieurs années, je dirais depuis pratiquement un peu avant le milieu des années 2000, on avait déjà fait des ententes avec l'organisme qui s'appelle La Truelle, qui est situé à Lavaltrie, donc travailleurs de rue de Lavaltrie, donc travailleurs de rue qui viennent soutenir nos jeunes à la Norette. Donc, on va reconduire probablement cette entente-là. Peut-être qu'on la bonifiera. On va voir avec le conseil. On va voir aussi avec l'organisme comment on peut arriver à soutenir davantage nos jeunes. Travaux préparatoires à la réalisation d'un parc canin. Donc, les sommes sont là présentement pour pouvoir mettre en place un parc canin qui est, je pense, demandé depuis plusieurs années par les gens. Réfection d'une portion des rangs Saint-Jean-Baptiste et Saint-Henri, je n'ai parlé tantôt. Investissement dans les infrastructures routières, asphaltage, drainage et ponceau, et des travaux de réfection du pavillon Jean-Bourdon. Je vous en ai aussi parlé. La rencontre s'est déroulée sur la plateforme Zoom et bien sûr, le maire André Villeneuve a répondu à la question de tous les citoyens de Lanoret. Qu'arrivera-t-il avec notre compte de taxes? On l'écoute. Qui sont prévus pour l'année en cours. Vous aurez la chance, comme je disais tantôt, de consulter le budget davantage sur le site de la municipalité. Maintenant, la grande question, et je sais que les gens se la posent, et je vais tenter d'y répondre. Qu'arrivera-t-il avec le compte de taxes? Écoutez, on a fait des simulations. En fait, ce n'est pas des simulations, c'est des projections qui sont réelles et donc qui vont se produire. Il y aura une augmentation du compte de taxes municipal. Je vais vous donner, d'abord, vous dire que la raison fondamentale, c'est qu'au niveau de la police, on a eu une augmentation de 53 000. Au niveau sécurité incendie, la MRC, c'est une facture de 63 000. Et aussi au niveau donc de la collecte sélective, entre autres, il y a eu une augmentation. Je vais vous donner des exemples. Et là, les exemples sont différents, que ce soit au village avec aqueduc et égout, que ce soit en campagne aqueduc et fosse septique, ou que ce soit en campagne seulement avec fosse septique. Alors, je donne un exemple. Et là, je parle de terrain et de bâtiment. Donc, une propriété, terrain et bâtiment inclus, qui est évaluée à 200 000 actuellement, l'augmentation serait de 57 57 si vous prévalez des versements que vous pouvez faire, on parle de 11 par versement, donc de plus pour un total de 57. Et là, je suis dans le village Aqueduc-Égout. Donc, village Aqueduc-Égout, pour une propriété évaluée à 250 000 on parle d'une hausse du compte de taxes de 64 et là-dessus, ça fait 13 si vous prévalez des versements, 13 par versement de plus. Une propriété de 300 000, c'est une hausse de 71 par année avec des versements qui augmentent de 14 par versement. Et pour une propriété de 400 000, on parle d'une hausse annuelle de 84 donc pour un total une augmentation par versement de 17 Ça, c'était pour village Aqueduc-Égout. Et en tout cas, on pourra peut-être voir comment on peut le mettre sur le site Internet pour que les gens puissent y avoir accès, évidemment. Donc, ça, c'était pour village Aqueduc-Égout. Campagne Aqueduc, ceux qui ont l'aqueduc et fosse septique en campagne. Donc, une maison de 200 000 propriété bâtiment, propriété maison et terrain, c'est-à-dire, on parle d'une augmentation de 48 par année du compte de taxes. Pour une propriété évaluée à 250 000 on parle d'une augmentation de 56 Pour une propriété de 300 000 on parle d'une augmentation de 64 Et pour une propriété de 400 000 on parle d'une augmentation annuelle de 80 soit 16 par versement. Maintenant, pour ceux qui sont à la campagne et qui ont seulement fosse septique, on parle ici pour une maison de 200 000 d'augmentation de 48 pour une maison de 250 000 de 56 pour une maison de 300 000 et terrain toujours 64 d'augmentation par année. Et pour une propriété de 400 000, on parle d'augmentation de 80 annuellement. Vous savez, il y a une période de questions. Voilà donc pour la partie budget à Lanoret. Allons à la pause.
Au CHEDL Saint-Charles-Borromée, le 28 janvier, à 88 ans, est décédé M. Normand Robillard, fils de feu Lucien Robillard et de feu Maria Carpentier, époux de feu Marcel Carpentier, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ont précédé ses frères et sa sœur, Jean-Paul, Roland, Martial et Thérèse. Il laisse dans le deuil sa fille, Sylvie Robillard, Claude Lassalle, ses petits-enfants, Mathieu, Élodie Rousseau, Marie-Ève, William Stroméi-Cléroux, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Janine Robillard, feu Joseph Chevalier, Claire Robillard, feu Régent Conan, Réjeanne Carpentier, Pierre Drainville, Michel Carpentier, Lise Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil se fera le samedi 19 février de 9h au complexe funéraire Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Sur invitation seulement, suivront les funérailles en l'église de Saint-Cuthbert à 11h. Les gens qui désirent assister aux funérailles à l'église de Saint-Cuthbert pourront se rendre directement à partir de 10h45. Le passeport vaccinal sera exigé. M. Normand Robillard sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Mater, le 15 janvier dernier, à 88 ans, est décédé M. Gérard Denis. Autrefois de Saint-Norbert, il était l'époux de feu Mme André Marcoux. Il laisse dans le deuil ses enfants, Brigitte Denis, Alain Étu, Jocelyn Denis, Lucie Poulette, Myriam Denis, Richard Durand, Richard Denis, Sylvie Boucher, Daniel Denis, Annick McClellan, ses petits-enfants, Guillaume Denis, Caroline Perron, Pierre-Élie Durand, Maxime Fournier, Flavie Durand, Charlotte Étu, Justin Denis, Hélène Bellemare, Luca McClellan Denis, Alexis McClellan Denis, son arrière-petit-fils Milan Durand, sa sœur Mme Marguerite Denis, feu André Sylvestre, ses beaux-frères et ses belles-sœurs Suzanne Marcoux, Roland Houde, Jean-Robert Marcoux, Suzanne Pichette, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Alain Marcoux, Berthier Landry, Céline Marcoux, Bertrand Fortier, Laurence Parenteau, feu Hubert Marcoux, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation Maison Mémoire du Cœur. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à l'aube de ses 83 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de feu Yves Chrétien, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Chrétien, Dominique Lambert, Benoît Chrétien, José Bibeau, ses trois petits-enfants, David Lambert, Vanessa, Anthony Guertin et Steve Chrétien, son arrière-petit-fils, Ryan Chrétien, ses sœurs, Nicole, Sylvie, Hélène et Daniel Champagne, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie intime sur invitation aura lieu en l'église de Saint-Cuthbert le 5 février prochain. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 14 janvier, à 79 ans, est décédé M. Clément Plante, époux de Réjeanne Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Guy Plante, Catherine Coulombe, Christian Plante, Nancy Coulombe, Héléna Plante, Pierre-Luc Côté. Ses petits-enfants, Frédéric Plante, Jonathan Laliberté, Marie-Pierre Plante, Antoine Marceau, Béatrice Plante, Émile Plante, Rosemary Plante, Alice Plante, l'ayant précédé ses sœurs Lucie et Pauline Plante. Il laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Jeanne-Mance Plante, Yves Drolet, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, sa filleule, Rosaire Plante, Denise Thibault, Raymond Guévremont, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, Christiane Thibault, Gaétan Gouin, Jean-Louis Thibault, Sylvie Coder, Dominique Thibault, François Julien, sa filleule, Mélissa Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil aura lieu le samedi 5 février prochain,
13 heures au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Ça se déroulera en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier, à 86 ans, est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville et natif de la Visitation de l'Île-du-Pas. Il laisse dans le deuil ses filles, Lynne Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère Claire Cazobon. Ses petits-enfants, Gabriel Sylvestre, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau. Ses arrière-petites-filles, Marie, Liliane et Victoria. Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Annette Dandonneau, feu Guy Nicole, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Manon Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité sur invitation, dimanche le 6 février, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo, ça s'en vient, c'est encourageant là, pour les prochaines heures. En ce mardi soir, le ciel est variable, on parle de moins 8, donc fini les moins 30. Moins 8, ressenti moins 13, c'est presque chaud, on pourrait dire. Dans la nuit de mardi, le ciel sera variable, donc mardi, ciel variable, on parle de moins 4 degrés. Donc, ça va en se réchauffant même cette nuit. Moins 4, ressenti moins 11. Mercredi matin, intéressant, nuageux avec quelques flocons. On parle peut-être une trace de neige, moins d'1 centimètre, mais moins 2. Donc, moins 2, c'est le plus chaud, façon de parler, là, depuis plusieurs jours. Ressenti moins 8. Et mercredi après-midi, pour la première fois depuis bien longtemps, on passe la barre du 0. On devrait afficher 2 degrés au thermomètre, peut-être neige fondante, peut-être quelques gouttelettes de pluie, moins d'1 centimètre, ça devrait quand même être très, très peu au niveau de la neige, s'il y en a. En soirée, encore un petit peu de neige, quelques flocons. On parle peut-être d'un autre centimètre, 1 degré à ressenti moins 2. Donc, on va jouer aux alentours du 0. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce premier jour de février. Alain Belle-Humeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour votre bulletin sur les ondes de CTRB. À demain.